Bonjour Julien, nous avons décidé, dans cette nouvelle émission, de traiter un sujet peu commun, mais qui fait partie de l'histoire de notre ville. Effectivement, nous allons vous parler de cinéma, et plus particulièrement de cinéma à Nice. C'est pour cela que nous avons un invité qui s'est plongé dans la recherche de tout ce qui concerne le cinéma dans notre beau pays niçois. Bonjour Gabriel Gandolfo. Bonjour. Bonjour et merci de m'inviter à Païs TV. L'histoire du cinéma depuis ses débuts est intimement liée à la ville de Nice et ses environs. C'est ici que les premiers studios de cinéma ont vu le jour. Et ils ont été nombreux, ce que peu de gens savent. En 1908 est créé le studio de Charles Pathé sur la route de Turin. Et c'est le plus ancien. C'est dans les hangars d'une fabrique de savon désaffectée sur l'emplacement de l'actuelle école Bon Voyage que son troisième studio va voir le jour. Charles et son frère Émile étaient bouchers à l'origine et ils avaient fondé en 1896 la Société Générale de Phonographes, Cinématographes et Appareils de Précision Pathé Frères. Ils avaient créé aussi les toutes premières actualités filmées, le Pathé Journal. On devra également à Charles Pathé le premier projecteur de salon nommé Pathé Baby en 1922. Le studio niçois comprenait deux secteurs de tournage, Comica pour les films comiques et Nizza pour les films animaliers. Ce dernier a été confié à Alfred Machin, qui rachètera d'ailleurs les studios Pathé quand ces derniers ne pourront plus rivaliser avec la déferlante des films comiques américains, notamment tous les Charlots de Charlie Chaplin. Machin était un pionnier de l'image aérienne et lors d'un tournage en 1907 à Madagascar, il avait adopté un bébé léopard, baptisé Mimir, qui dès lors ne le quittait plus et l'accompagnait même sur les tournages. Cela explique sans doute sa spécialisation dans les films animaliers. Mais bien d'autres studios suivront, et ils ne résisteront pas, hélas, à l'avènement du cinéma parlant. La plupart fermeront au début des années 1930. Le deuxième studio créé à Nice, en 1913, sera celui de Léon Gaumont. Rival de Pathé, son studio ouvrira à Carras. Léon Gaumont avait fondé en 1895, donc un an avant Pathé, la plus ancienne société de cinéma dont il installa les studios en 1906 au Buttes-Chaumont et avait ouvert en 1911 à la place Clichy le fameux Gaumont Palace, l'une des plus grandes salles de cinéma contenant 5985 places. On lui doit également l'invention du chronophone en 1910, un appareil permettant la sonorisation synchrone des films. Il est ainsi considéré comme le pionnier dans le cinéma parlant, 1902, et colorisé, 1912. L'année 1921 verra l'ouverture d'un autre studio à Saint-Laurent-du-Var, qui, bien que désaffecté, sera entièrement détruit par les bombardements alliés de 1944. Puis en 1927, deux petits studios vont voir le jour à Saint-André, dirigés par l'aviateur natif de Villefranche-sur-Mer, Auguste Maïcon, un des as de 14-18, qui, en août 1919, avait réussi l'exploit de s'engouffrer avec son gaudron G3 baptisé le Frisson sous la troisième arche du pont du Var. C'est d'ailleurs grâce à ses moteurs d'avion qu'il se spécialisa dans les trucages d'orage et de tempêtes. Bien, mais nos abonnés, ceux qui nous suivent sur Païs TV, aimeraient bien savoir comment est né le plus célèbre de ces studios. Je veux nommer la Victorine, car la Victorine est fortement attachée à l'histoire du cinéma à Nice et surtout est aujourd'hui le seul à avoir survécu. Une histoire extraordinaire. En 1919, Louis Nalpas, un grec originaire de Smyrne, l'actuel Izmir, avait obtenu des fonds et du matériel de Charles Pathé. Il va d'abord s'installer à Cimiez, dans la villa Lizerbe. C'est le palindrome de Brésil voulu par son premier propriétaire sud-américain.
villa qui jouxtait le domaine Valrose, mais aujourd'hui disparu. Cependant, des difficultés financières vont apparaître et les artistes des productions des films Louis Nalpas, on peut citer Louis Deluc, Germaine Dulac, Jean Durand, Marcel Lévesque, Gaston Modot, vont quitter Cimiez pour retourner à Paris. Mais il fallait énormément d'argent pour réaliser le vœu le plus cher de Nalpas, faire de Nice la capitale européenne du cinéma, rien de moins. N'ayant pas assez de fonds, il va s'associer à un Russe, Serge Sandberg, qui avait été précédemment engagé par Charles Pathé pour constituer le tout premier réseau de salles de cinéma en France. C'est Sandberg qui va dégoter à l'ouest de Nice une villa nommée La Victorine, du nom de Victoire, la nièce de Victor Masséna, le propriétaire. L'achat fut effectif en avril 1919. Sandberg fit appel pour les travaux d'aménagement de la villa à Édouard Jean Niermans, l'architecte néerlandais de l'hôtel Negresco. Malheureusement, les retards s'accumulèrent et les difficultés financières suivirent. Un rapprochement va être réalisé avec la Société des films Verne de Toulon, montée en 1906 par Michel Verne, le fils de Jules Verne, qui avait réalisé notamment les 500 millions de la Béguin. Verne, ruiné et dépressif, mourut à Toulon d'un cancer. Par la suite, naquit une brouille entre Nalpas, qui voulait faire un cinéma artistique, et Sandberg qui voulait, pour renflouer les caisses, un cinéma plus populaire appelé ciné-roman, selon le principe du roman feuilleton. Ce dernier se rapprocha alors du romancier Gaston Leroux, un avocat et journaliste normand installé à Nice en 1908, après le succès du Mystère de la Chambre jaune, où apparaissait le célèbre personnage de Joseph Rouletabille, un jeune reporter élucidant les énigmes policières de ses romans. En 1919, Leroux aménagea au Palais Étoile du Nord du boulevard Gambetta et il devint à la fois scénariste, réalisateur et producteur au sein de la Société des ciné-romans dont les bureaux se trouvaient dans la rue de la Buffa. Mais le succès escompté ne vint pas. Leroux est mort prématurément d'une crise d'urémie à la suite d'une intervention chirurgicale ratée et il repose actuellement au cimetière du Château. Nalpas, définitivement ruiné, quitta Nice. Puis ce fut le tour de Sandberg en 1923. Les studios niçois finirent par fermer. Sandberg alla à Paris où il fonda la société Cinéaste qui va produire un grand nombre de films de Sacha Guitry. Les studios de la Victorine furent alors repris en location-vente par un certain Denis Ricot, un ancien administrateur de Pathé Consortium, mais pour un an à peine. Ils furent revendus à la Société des films Legrand, mais ce fut un nouvel échec. Alors, on peut penser que c'en est alors définitivement fini, les studios de la Victorine. Eh bien non, car en 1925, nous assistons à l'arrivée de l'américain Rex Ingram, auréolé du succès planétaire des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les studios, dont il fut le copropriétaire et qu'il dirigera d'ailleurs jusqu'en 1932 avant de quitter la France 2 ans plus tard, ont d'ailleurs porté son nom, Ciné Studio Rex Ingram, dès 1927. C'est la date à laquelle Sandberg céda définitivement ses droits à l'aviateur et futur ministre Édouard Corniglion-Molinier, qui présidera le conseil d'administration de la société de production Francofilm de Nice-Saint-Augustin, qui avait été créée en 1927 par Léonce Perret. Une centaine de films seront alors tournés entre Cannes et Monte-Carlo. Mais une révolution arrive en 1930. Effectivement,
C'est l'année de la sonorisation des studios en raison de l'avènement du parlant en 1928. Elle se fait grâce à la compagnie Jacques Haïk Radio-Cinéma, qui fusionna avec la société Aubert pour donner les studios Aubert Francofilm de la Victorine, lesquels furent rachetés en 1932 par la Gaumont sous l'appellation finale de Studio GFFA de Nice pour Gaumont Franco-Film Aubert. Puis arrivèrent les années de guerre. Entre 1940 et 1945, nous vîmes, paradoxalement, le début du rêve hollywoodien, quand, après l'armistice, tout le cinéma français se réfugia à Marseille, dans les studios de Marcel Pagnol, ou à Nice, où une vingtaine des plus grands films ont été tournés. En 1940, la CESCA rénova 4 grands plateaux de tournage et la centrale électrique. Un centre artistique et technique des jeunes du cinéma a vu le jour en 1941 et les liens établis ainsi entre Nice et les studios Cinecittà de Rome, lesquels détenaient 60% des parts de la Simex, eh bien ces liens permirent à bien des jeunes artistes français d'échapper au service du travail obligatoire. L'activité de production fut néanmoins ralentie fin 1943 quand Nice fut occupée par l'armée allemande qui va même interrompre certains films. À la libération de la ville, 2 grands plateaux insonorisés furent détruits par un incendie en 1945. Un seul ne sera reconstruit et l'activité alterna entre période faste et longs mois d'inaction. Et la période d'après-guerre va-t-elle voir l'activité des studios continuer? C'est réellement l'âge d'or de la Victorine, les seuls studios demeurant sur la scène cinématographique niçoise après la disparition de ceux de Carras et de la route de Turin et la destruction par un bombardement allié en août 1944 des studios de Saint-Laurent-du-Var. En 1950, la Simex est devenue la Sovic, Société cinématographique des studios de la Victorine. Et en 1960, la ville de Nice devint propriétaire des terrains et les déclara d'utilité publique afin de les préserver de l'avidité des promoteurs immobiliers. Mais c'est aussi l'époque de la nouvelle vague, qui préférait les décors extérieurs et naturels à ceux en studio. Mais heureusement, certains réalisateurs comme Peter Ustinov, Brian Forbes ou François Truffaut continuèrent à utiliser les décors en studio. Et cette activité va perdurer jusqu'à nos jours? Oui, bien sûr, mais elle va être marquée par de nombreuses péripéties. Jugez-en vous-même. En 1970, les 3 plateaux insonorisés sont détruits par un incendie et remplacés par un unique grand plateau de 1270 mètres carrés, ce qui en fit l'aire de tournage la plus moderne de France. En 1975, la Sovic céda la gestion à la Société Victorine Studio. En 1975, toujours pour célébrer les 80 ans de la naissance du cinéma par les frères Lumière, Henri Langlois, alors directeur de la Cinémathèque française, accueillait à la Victorine en invité d'honneur Serge Sandberg, qui avait pris sa retraite définitive à Nice. Il y vécut d'ailleurs jusqu'à l'âge vénérable de 102 ans et repose lui aussi au cimetière du château. En 1983, reprise du flambeau par la Société Victorine Côte d'Azur, qui impulsa un véritable renouveau à l'activité de ces studios. En 1986, les studios concurrencèrent ceux de Cinecittà de Rome ou de Pinewood de Londres, ce qui attira Joel et Michael Douglas, les fils de Kirk Douglas, qui orientèrent l'activité des studios vers les productions américaines, à l'instar de leur prédécesseur Rex Ingram. Dans les années 1990, entre liquidation judiciaire et reprise,
c'est la valse des sociétés d'exploitation. Puis, en 2000, gestion sous la forme d'une concession de services publics confiée par la municipalité précédente au groupe Euromédia France qui va rebaptiser les studios Studio Riviera, lesquels vont diversifier la production. On va y tourner des films, bien sûr, mais aussi des séries télé, des documentaires. Enfin, en 2017, la municipalité actuelle va reprendre la gestion en régie directe et les studios vont retrouver leur nom d'origine, la Victorine. Il est évident que notre bonne ville fut assurément par son histoire un centre important du cinéma international et reste encore aujourd'hui un élément conséquent de production cinématographique. D'ailleurs, cette mémoire du cinéma a marqué les esprits et nous la retrouvons dans la culture populaire. Une chanson que pratiquement tous les petits Niçois ont chantée fait partie du florilège de la chanson niçoise, Loupé ou cinéma. Nice a donc été pionnière dans la production cinématographique et même s'il ne reste plus que les studios centenaires de la Victorine qui ont souvent changé de nom, gageons que leur renouveau actuel fera encore briller son nom au firmament du 7e art. Nous verrons dans une deuxième émission consacrée au cinéma à Nice tous les principaux films qui ont été tournés à Nice et dans ses environs.